Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la conférence organisée par l'Association pour le Fonds kurde İsmet Şerif Vanli. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Nous avons des invités très importants aujourd'hui et je leur remercie aussi de leur présence et des présentations qu'ils vont faire. Avant de passer au programme, je souhaite vous présenter en quelques mots notre association. Notre association a été fondée en 2008, au mois d'avril 2008, à l'initiative de İsmet Şerif Vanli lui-même, qui avait un grand souci par rapport à ses monographies, des livres anciens, une grande bibliothèque et surtout une très grande archive qu'il avait pu rassembler sur à peu près 60 années de militantisme en Europe. La ville de Lausanne a été le berceau de vastes négociations qui ont abouti à un traité qui porte son nom, le traité de Lausanne. Aujourd'hui encore, on analyse les circonstances qui ont permis d'aboutir à un compromis. C'est un Suisse qui dit. Qui ont permis d'aboutir à un compromis dont finalement on ne sait pas qui est-ce qui en est satisfait. Et quand on se demande qui est-ce qui en est satisfait, c'est clair que dans l'histoire, on nous dit que c'était, je dis entre guillemets, les turquistes. Voilà. Ben, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde quand on parle des turquistes. Alors peut-être que cet après-midi, on pourra discuter aussi de cet élément-là. Qui est-ce qui est satisfait de ce traité de Lausanne dont la ville est fière d'avoir été le berceau? Et je me suis attaché à essayer de voir qui étaient les négociateurs qui étaient venus, qui étaient les puissances qui ont permis d'aboutir à un traité, au traité de Lausanne. Vous le savez mieux que moi qui étaient les puissances. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que parmi ces puissances, il n'y avait pas les États-Unis, il n'y avait pas la Russie. En 1923, la Russie et les États-Unis étaient ici à Lausanne, mais ils étaient des observateurs. C'était deux pays qui étaient là comme observateurs. Effectivement, 90 ans après les faits, l'histoire nous rappelle certains éléments négligés à l'issue de 18 et qui a eu pour conséquence notamment le conflit il y a 20 ans de cela dans les Balkans avec un génocide et la question, toute la lutte armée dans le Kurdistan. Et que finalement, l'on pourrait dire que la crédibilité d'une unité nationale se mesure au respect des gens qui la composent. En Suisse, ce respect est garanti notamment par notre système fédéral, ce qui s'appelle le fédéralisme, avec la constitution de micro-États, les fameux cantons, qui mettent l'implémentation de politiques publiques en matière de politique de la santé, de l'éducation, du social et de l'économie, et également qui garantit les libertés fondamentales. Chers amis, je rends hommage à tous les martyrs, aux hommes et aux femmes qui combattent pour la liberté, aux intellectuels, aux politiciens kurdes, aux Arméniens, aux Alévites, Turcs, assassinés, exilés à cause de leurs opinions, de leur lutte pour la liberté, la justice et la démocratie. Le traité de Lausanne de 1923 est une épine dans le cœur de chaque Kurde, de Diyarbakir à Dersim, de Mahabat à Halabja et de Kamışlı jusqu'à Afrin qui résiste aujourd'hui. Depuis presque un siècle, des générations ont grandi avec ces deux mots, le traité de Lausanne. Deux mots traumatisants dans le mémoire collectif d'une nation de 40 millions de personnes divisées entre 4 États. Changer le traité de Lausanne ou réviser le traité de Lausanne était l'espoir de chaque intellectuel kurde et l'espoir du Kurde afin de corriger les erreurs de l'histoire ou au nom de la justice. Le général Şerif Pacha, les frères Bedirhan, Nureddin Zaza et İsmet Şerif Vanli, auxquels je rends hommage ici, étaient parmi ces intellectuels militants
pour la liberté de leur peuple ayant vécu et passé par Lausanne. Le traité que j'ai ressorti, il y a un traité de Lausanne qui a, comme je disais, 143 articles. J'en ai quand même pris un article, dans un article, l'article 39, qui dira « Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publication de toute nature, soit dans des réunions publiques. » Ça me paraît important dans cet article. C'est le seul qui me paraît concerner l'ensemble des minorités et du peuple turc et kurde, qui dit que dans cet article du traité de Lausanne me paraît extrêmement important. Şimdi Lozan Anlaşması nedir diye sorulursa, yani bana göre Lozan Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun teslim alınmasının ve Müslüman halkların sömürgeleştirilmesinin resmi senedidir. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nı yapan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı imzalamıyor. Daha anlaşma sürerken tartışmalar çıkıyor. Ama Kemalistler bir darbe yapıyorlar. 27 Mart 1923 günü 1. Büyük Millet Meclisi'ndeki İslamcı muhalefetin lideri Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'i öldürüyorlar. Uzun uzadıya anlatmıyorum nasıl oldu ne bitti. Mustafa Kemal'in muhafız alayı kumandanı öldürüyor bunu. Yani özel muhafızlarının kumandanı Topal Osman. 27 Mart'ta Topal Osman Ali Şükrü Bey'i öldürüyor. 1 Nisan'da 4 gün sonra, 5 gün sonra 1. Büyük Millet Meclisi feshediliyor. Türkiye'deki birinci darbe budur. Lozan'da en büyük mağduriyeti yaşayan halk, Kürtler, Lozan sonrası dönemin belirleyici gücü haline gelmiştir. Yani Lozan kimleri esas olarak bastırmayı hedeflemişse, Lozan sistemini değiştirecek dinamikler de, değiştirmekte olan dinamikler de bu kesimden çıkmıştır. Yani Kürtler değiştirmektedir. Bunun nasıl olacağı önemli. Yani yeni bir anlaşma mı, bölgesel topyekün bir savaş ve sonrasında bir anlaşma mı, yoksa yeni toplumsal sözleşmeler yoluyla mı olacağı önemlidir. En 1915, les deux puissances, la France et la Grande-Bretagne, annoncent que les responsables du génocide arménien, à l'époque on utilise le terme de crime contre l'humanité, seront punis. En 1919, il y a les premières tentatives parce qu'à Istanbul, il y a un tribunal. En 1920, les Britanniques arrêtent un certain nombre de responsables du comité Union Progrès qui a organisé le génocide et les déportent sur l'île de Malte. Or, avec l'épuisement des deux puissances, on arrive à partir de 1921 à l'idée qu'il faut réhabiliter et reconstituer la Turquie. Cette réhabilitation et cette reconstitution signifient tout simplement que l'histoire sera prise en compte comme une histoire événementielle et qu'il n'y aura pas de responsabilité juridique. Le génocide est acté comme un moment malheureux, certes, dans une guerre malheureuse sur laquelle on doit passer l'éponge. Que le traité de Lausanne, c'est le sort des Kurdes de Turquie, mais laisse aussi des questions ouvertes, des questions non résolues, notamment la question de Wilayat de Mossoul et le destin des Kurdes de Syrie. Alors, c'est en 1925 que la Société des Nations accepte que le Wilayat de Mossoul soit rattaché à l'Irak selon les souhaits de la Grande-Bretagne, puissance mandatrice en Irak. Alors, moi, je vais parler donc de la deuxième question non résolue, celle des Kurdes de Syrie. Tout d'abord, rappelez que pendant plus d'une dizaine d'années, la Turquie et la France, rappelez-vous que la France est la puissance mandatrice en Syrie et au Liban, entament des négociations pour délimiter le tracé définitif de la frontière turco-syrienne.
Des négociations qui n'excluent pas, évidemment, il y a d'un côté des négociations diplomatiques, mais il y a aussi une instrumentalisation des populations locales, tribus arabes et kurdes, afin de gagner du terrain et puis, évidemment, s'asseoir à la table des négociations en situation de force.